Donc l'idée finalement, c'est l'enregistrement 144. Donc l'idée finalement, c'est d'arriver à repérer les instants où on se met à faire des choses, à savoir si on le fait parce que c'est bien ce que l'on a à faire ici, maintenant, aujourd'hui, ou est-ce qu'on le fait parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange en interne et qu'on va fuir la sensation intérieure par une fuite en avant, donc une fuite vers l'extérieur, vers la matière, ou une fuite, ce que j'appelle vers le haut, donc c'est-à-dire la fuite du corps pour aller se percher dans des sphères où là je considère que ça va être l'alcool, la drogue, les médicaments, la rêverie, l'imaginaire, le monde imaginaire, s'inventer une vie qui n'existe pas encore, ressasser, réinventer un passé qui de toute façon est inchangeable, sans parler de trucs métaphysiques, etc. Parce qu'on peut reprogrammer du coup les mémoires, évidemment, que nous détenons, et ce qui contribue à reprogrammer les mémoires aussi des autres, et ainsi de suite, parce qu'on est tous interreliés de toute façon. Mais on va pas, on va rester dans le concret, dans le factuel, les deux pieds bien ancrés sur terre, parce que c'est le sujet, c'est de revenir dans le corps. Donc il y a cette fuite en fait, soit vers le haut, donc qui perche et qui va désancrer, soit cette fuite vers l'avant, et donc qui décentre, qui fait perdre le contact avec soi. Donc j'ai envie d'énumérer plein de façons de fuir, et en fait je pense que si je fais ça, ça va être assez flippant, parce que tout, à peu près tout peut être utilisé comme une fuite. Regarder la télé, regarder les écrans, scroller pendant des heures sur Instagram, sur YouTube, lire un livre, aller voir des gens ou au contraire ne voir personne, sortir pour aller faire des courses, acheter des trucs ou au contraire s'isoler complètement, manger, ne pas manger, il y a vraiment tous les comportements. Boire du café, ne pas boire d'eau par exemple, se laver, prendre soin de soi à outrance, trop se laver, pas assez se laver, s'apprêter, trop s'apprêter, ne pas s'apprêter du tout. Vous constaterez qu'il y a toujours des extrêmes évidemment, mais parce qu'en fait notre cerveau, si on reprend les choses à la base, il y a une douleur émotionnelle. Cette douleur émotionnelle, on la porte depuis l'enfance. Cette douleur émotionnelle, elle a crispé notre corps parce qu'il a fallu la compenser et surtout la maintenir soupape, on va dire, le temps que l'on soit suffisamment solide au niveau de notre amour-propre et solide psychiquement pour pouvoir confronter la douleur et la vérité qui s'accompagne de cette douleur. Souvent, la vérité qui s'accompagne de cette douleur, c'est que, en fait, papa et maman n'étaient pas des si bons parents que ça. Que, en fait, l'environnement dans lequel on a vécu, ça n'était pas de l'amour. Pas vraiment. Et c'est le genre de vérité qui fait extrêmement mal. Donc, on a plutôt intérêt à avoir une foi et un amour-propre suffisamment solide pour pouvoir avoir envie de continuer de vivre après avoir découvert que nos sources d'amour de base ne nous ont pas aimés. Et que très peu de gens, en réalité, nous aiment de la bonne façon. Donc il y a intérêt à avoir une base d'amour solide. Alors soit une connexion divine, puisque de toute façon ça va ensemble, avec une espèce de savoir qu'il y a quelque chose de meilleur. Mais ça reste une fuite, d'accord, avant d'avoir ancré bien profondément cet amour en soi. Mais on a besoin d'être suffisamment solide pour contacter la douleur émotionnelle et savoir que de toute façon on ne va pas en mourir ni avoir l'envie de se donner la mort, parce que c'est ce qui se passe et c'est pour ça que notre douleur émotionnelle elle est masquée, c'est parce qu'elle peut conduire, si elle est découverte beaucoup trop rapidement, à un immense désarroi et désespoir et à une sensation qu'on ne pourra jamais s'en sortir et donc à vouloir passer à l'acte. Donc la douleur, elle est maintenue par nos filtres en fait psychiques et donc par notre identité. Et notre identité, elle va
avoir ce pouvoir de décision des actions que l'on va mener au cours de notre journée, au cours de notre vie. Mais bien souvent, les actions que l'on mène par rapport à notre identité, c'est basé sur la fausse identité. Parce que la fausse identité, elle est basée sur des croyances, et ces croyances, elles sont basées et nourries sur la douleur qui a été expérimentée durant l'enfance. Donc, l'idée de notre très cher ego défenseur, je dissocie du coup l'ego blessé de l'ego défensiel, je ne sais pas quel terme utiliser pour ça, et non pas du mental. Dans le sens où le mental, lui, il fait juste son taf. C'est-à-dire que le mental, son travail, c'est par rapport à la situation extérieure qui se présente à moi, je récolte les informations et je calcule si j'ai les ressources intérieures au niveau des informations qui sont encodées. Exemple, mon patron me propose une augmentation, j'en ai besoin, super, je pourrais m'en réjouir et complètement recevoir cette... c'est drôle que j'utilise cet exemple instinctivement, parce que je m'apprêtais à refuser une promotion. Donc c'est très drôle, je me le note pour plus tard, à réfléchir. Mais admettons, mon patron donc me propose une augmentation, j'en ai besoin, c'est merveilleux, je pourrais accueillir et simplement recevoir ce qui se présente, sauf que mon mental, il va descendre dans les informations, et dans les informations, il y a écrit « je ne mérite pas l'abondance ». Puisque toute mon enfance, j'ai manqué, donc je ne mérite pas l'abondance. Donc le mental, il va aller calculer ce qui est proposé dehors, il va aller calculer ce qui est enregistré dedans, ça n'est pas cohérent, donc ma base de données, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur primera toujours sur l'extérieur. Donc le mental va sortir l'ego défensiel qui va venir protéger cet ego blessé qui a enregistré qu'il n'était pas méritant d'abondance. Donc cet ego défensiel va venir, et il n'est pas forcément violent, cet ego défensiel, il va venir et dire ah, c'est gentil, mais non, ça sert à rien, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Pas parce que la personne n'en a pas besoin, pas parce que l'ego est mauvais et nous veut du mal, même si on appelle ça l'auto-sabotage, mais en fait, c'est pas de l'auto-sabotage, on a été saboté à un moment donné. Il n'y a pas de vice derrière ça, en fait. Il n'y a pas de notion de se faire du mal. Au contraire, c'est une protection. Parce que si le mental enregistre qu'à l'intérieur... si le mental voit qu'il y a un manque énorme, qu'il y a une croyance de « je ne mérite pas l'abondance », mais malgré tout désactive l'ego défensiel et accepte de recevoir, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas l'ego qui défend, pour refuser l'opportunité, ce qui va se passer, c'est que c'est l'ego blessé qui va prendre le dessus. Et le problème, c'est que la mémoire qui est enregistrée depuis l'enfance, c'est extrêmement violent de recevoir l'opposé de ce qu'on a toujours connu, en fait, même si c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que quand, par exemple, dans un relationnel, il y a des personnes qui ont été hautement traumatisées, et quand vous êtes en amour pour ces personnes et que vous prenez soin d'elles, c'est un truc qui est hyper violent, quoi. Pour elles, mais qu'est-ce que tu me racontes, mais tu peux pas m'aimer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il va y avoir une espèce de forme de gros rejet de l'aide, de l'amour, etc. Mais en fait, ça, c'est dans toutes les situations. Si ce qui nous est proposé en externe est beaucoup trop opposé à ce qu'il y a dans notre base de données interne, c'est d'une violence extrême à tel point que ça pourrait faire péter notre système intérieur. Donc, l'ego défensiel, il est là pour dire non, merci. Même si en arrière-plan, on se dit putain, mais pourquoi j'ai refusé? C'est complètement con, alors que j'aurais dû dire oui, mais pourquoi j'ai dit non, etc. Même si avec notre conscience, on va s'observer, refuser un truc alors qu'on le voulait depuis X temps. Mais de panique, en fait, de stress, de comment ça je reçois quelque chose alors que moi, inconsciemment, je sais que je ne mérite pas l'abondance. Donc de ce stress qui a été enregistré depuis l'enfance va découler cet ego défensiel qui va dire ah non, c'est bon, pas la peine, oula, non, tellement d'abondance, faut vraiment pas proposer ça aux collègues plutôt. Et puis après coup, tu rentres chez toi et tu dis, mais qu'est-ce que je suis con, mais pourquoi j'ai dit ça, mais c'est idiot. En fait, il faut comprendre
que déjà, c'est important de ne pas se juger par rapport à ce genre de situation. Si vous observez, refusez automatiquement l'abondance, quelconque situation que vous observez faire ça, sachez que vous n'êtes pas coupable, c'est que la mémoire, elle vient de bien plus loin, et que tant que la mémoire émotionnelle, elle n'aura pas été élaborée, tant que la douleur n'aura pas été ressentie telle qu'elle, ce qui représente vraiment une énorme torture, hein, quand on a été très traumatisé, c'est une vraie torture de replonger dans ces douleurs, parce que non seulement tu l'as vécu une première fois, mais en plus de ça, tu dois y retourner pour revivre la sensation, revivre l'émotion encore et encore jusqu'à ce que ce soit complètement diffusé. Et que tu fasses des choix contraires dans ta vie qui viendront reprogrammer ton système intérieur. Donc oui, c'est une torture, mais l'idée c'est ça, c'est que tant que la douleur n'est pas expulsée, alors la croyance se maintient et donc l'identité continue d'exister, la fausse identité continue d'exister et donc décide des comportements automatiques de réaction, puisque la fausse identité, en fait, c'est l'ego défensiel. Et du coup, derrière, elle va décider des choix inconscients qu'on va mener. Et puis, on en arrive à se dire, mais pourquoi est-ce que je fume autant ? Pourquoi est-ce que je continue de boire alors qu'au fond de moi, j'ai plus envie de boire, je sais que c'est de la merde et pourtant je continue de le faire. Pourquoi j'arrive pas à dire oui à la tendresse ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a une espèce de dissonance entre ce que je voudrais profondément et ce que je sais que je mérite parce que je l'ai compris, et mes automatismes de ne pas parvenir soit à me diriger vers ce que je mérite, ou alors à refuser ce que je mérite, à refuser le meilleur ou à ne pas parvenir à me diriger vers ça. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la possession émotionnelle. C'est quand les émotions d'enfance continuent d'exister dans le corps, à être enquistées dans le corps. Il y a une partie de soi qui n'a pas été guérie, qui est toujours vide et qui du coup va continuer de se jouer jusqu'à ce que cette partie soit ressentie, diffusée, prise en charge, vue, entendue, considérée, aimée, etc. Et un des meilleurs moyens de ne pas considérer, aimer, etc., cette meilleure partie, c'est de les fuir. Cette meilleure partie, ces parties-là, ces parties de soi, c'est de les esquiver, en fait. Et comment est-ce qu'on les esquive ? Encore une fois, de plein de manières différentes. Donc, le seul moyen, déjà, c'est de s'observer, c'est de se capter. Tiens, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus fumé que d'habitude. Est-ce que je suis pas en train d'essayer de dissimuler une émotion une partie de moi qui est en train de s'exprimer, mais qui est tellement douloureuse que je ne veux pas aller contacter. Et ce qu'il y a d'assez magique, en fait, là-dedans, c'est que quand on ne cède pas à la pulsion, quand on dit, tiens, j'ai la pulsion, admettons, là, j'ai la pulsion d'aller scroller sur Instagram, physiquement, j'ai la pulsion de tout d'un coup me mettre à ranger mon appartement, alors que je suis pas du tout focus sur ce que je fais, mais je tourne en boucle et je range un truc par-ci, un truc par-là, machin. J'ai la pulsion de boire de l'alcool, j'ai la pulsion de recontacter une personne avec qui j'avais coupé les ponts, tu sais pas pourquoi. J'ai la pulsion de tout ça. Plutôt que de céder la pulsion, c'est s'observer, se dire, tiens, il y a cette pulsion-là qui est en train de s'exprimer. Et plutôt que d'y céder, d'y répondre, c'est simplement se dire, je vais rester 5 minutes avec cette pulsion. Ça paraît beaucoup, c'est beaucoup d'ailleurs, 5 minutes. Mais parfois, c'est tellement enfoui que ça peut en prendre 10 avant de trouver l'émotion de base qui va générer cette pulsion. Donc on peut rester pendant au moins 5 à 10 minutes dans l'envie de faire quelque chose, sans y céder, sans y réagir, avant de descendre un cran en dessous et de découvrir que en fait, sous cette envie d'aller m'acheter de la bière, il y a une immense rage. Et alors c'est plus facile d'aller acheter une bière et de la consommer une, deux ou plusieurs, que de contacter cette rage et de l'exprimer, de l'expulser, et de la frapper dans un coussin, de la crier dans un coussin, de la ressentir au plus profond de son ventre, au point de presque en avoir envie de vomir, parce que parfois c'est enquisté à ce point. Idem, c'est plus facile, entre guillemets bien sûr, de ne pas s'alimenter que d'observer et de rester avec ça, de tiens, j'ai faim ou j'ai envie de manger ou ça devrait être l'heure de manger et pourtant j'ai du mal à me faire à manger.
Je me pose dans la sensation, puis je découvre qu'en fait, il y a un immense dégoût au fond de l'estomac. Ça peut être pareil pour la cigarette. Je fume, et puis finalement, quand je ne cède pas à la cigarette, je découvre que j'ai énormément de choses à exprimer et qu'il y a une profonde tristesse qui est là, une profonde solitude que j'essaie d'étouffer. Ça peut être, je peux pas m'arrêter de manger. Et plutôt que de céder à cette pulsion de manger, je vais m'arrêter. Et puis je vais découvrir qu'en fait, je ressens un vide immense. Et ce qu'il y a d'assez magique avec le fait de s'arrêter pour simplement ressentir, pas essayer de changer quoi que ce soit, hein, c'est être présent à ce qui est là, ici, maintenant, sans essayer d'aller mieux, non plus, mais juste être là à ce qui est là, ici, maintenant. Présent à ce qui se passe en moi, autour de moi, peu importe où c'est ressenti, mais à ce qui se passe là, dans le corps, dans la sensation, et à habiter la sensation. Ce qu'il y a de magique, c'est que quand on va au bout de ça, de cette expulsion, si on avait du dégoût au fond du ventre, et ben tout d'un coup, on va avoir faim, et puis on va se lever, on va aller se faire à manger, avec joie et amour, de prendre soin de soi. Si on va au bout de notre sensation, ben on va découvrir qu'en fait, on n'a pas envie de la fumer, cette clope. Et qu'on est bien, qu'il manque rien là. Qu'en fait, la bière, oh non, c'était passager. Et j'ai pas envie de mettre de l'alcool dans mon corps. On va pouvoir découvrir que, en fait, je mange depuis tout à l'heure. Là, je me suis posée, j'ai contacté ce vide en moi, c'était très douloureux. Et là, je me rends compte que j'ai pas du tout faim. Donc ça sert à rien que je mange. La plupart de nos symptômes, je vais même aller plus loin que ça, hein, 90% de nos symptômes proviennent des émotions qu'on ne ressent pas. Et les 10% restants, c'est la conséquence des émotions qu'on ne ressent pas. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai une émotion, alors c'est plutôt logé, alors ça c'est mon propre exemple, dans mon utérus, dans mon vagin, parce que c'est une partie qui a été abusée. Et donc c'est une partie très douloureuse et longue à guérir parce qu'il y a énormément d'émotions et d'enquistages là-dedans, en tout cas me concernant. Et donc en fait quand ça s'exprime, je le repère pas forcément parce que c'est au niveau le plus bas de la sensation que j'ai tout un tas de systèmes de défense et que quand ça s'exprime, j'ai observé maintenant que j'arrive pas à me concentrer. Je suis dans tous les sens, je fais 3 trucs en même temps, et en même temps je fais rien en même temps, et puis j'ai envie de faire un truc mais j'ai pas l'énergie, je suis dans une espèce de léthargie, mais en même temps il faut que je fasse ci, je suis complètement éparpillée, j'arrive pas à me mettre en marche pour les choses qui sont importantes à faire, et il me faut parfois plusieurs jours pour me rendre compte que en fait je suis complètement déconnectée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi le truc, et que je descends jusqu'à cette sensation horrible. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus fin, il y a une période où c'était vraiment la traversée des enfers, là maintenant c'est plus fin, mais du coup comme c'est plus fin, c'est un peu je le repère un peu moins rapidement. Et donc je me mets dans cette sensation, je l'expulse, c'est abominable, j'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de ressentir ça, c'est injuste, parfois il y a de la colère, parfois il y a de la rage, parfois il y a du dégoût, parfois du désarroi, de la tristesse, peu importe. Mais lorsque je me mets dans cette sensation, et que je la vis clairement, cette partie de moi qui a été fragilisée, et ben immédiatement après, je sais quoi faire, je le fais, et je le fais sans penser aux 1 milliard d'autres trucs qui m'habitent normalement dans ma tête. Parce que en fait, cette idée, par exemple, ce symptôme du TDAH, là, avec toutes les pensées qui partent en cacahuète, c'est juste un système de défense qui nous permet de ne plus être au contact de ce qui se passe réellement dans notre environnement. Donc admettons le symptôme de... Je parle de symptômes et pas de diagnostic, parce que je pense que tout est symptôme, et qu'on devrait beaucoup plus valoriser le symptôme que la généralité, le diag, etc. Généralement, on ne s'identifie pas trop à un symptôme, par contre, on s'identifie à un diagnostic. Donc, le symptôme TDAH, avec,
dans ce paquet de symptômes-là, il y a le fait d'avoir un manque d'attention. C'est ça, hein, c'est un trouble de l'attention, quoi. En fait, à partir du moment où on va à la rencontre de ce qui est tellement désagréable, tellement horrifique, qu'on le prend en charge, qu'on s'en occupe concrètement, notre cerveau n'a plus besoin de développer mille et une façons de fuir la sensation et de fuir ce qui se passe. Donc, il n'y a plus de trouble de l'attention, on redevient focus. Et pour être focus sur ce qui se passe ici, maintenant, dans le réel, tu es obligé de contacter ce qui se passe ici, maintenant, dans ton corps. Y compris quand c'est désagréable. Pas seulement, ah tiens, je me sens bien aujourd'hui, et donc là, je m'ancre dans mon corps parce que je me sens super bien. Ce qui est génial. Mais il faut arriver à rester aussi dans le corps et ancré dans le corps quand c'est pas génial ce qu'on ressent, quand c'est horrible. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tout un tas de systèmes de défense qui nous empêchent justement pour pas nous faire saturer, etc., etc. Mais plus on prend l'habitude de se mettre dans le corps, plus on se solidifie, plus on a confiance, plus on est en amour, plus on est en paix, plus nos décisions sont alignées, sont complètement alignées, sont verticales et sont faites d'amour pour soi et d'amour de la vie. Et plus on prend ces décisions et on les acte concrètement, plus on a les ressources pour aller fouiller encore plus loin et aller déterrer encore plus loin des mémoires toujours plus profondes et toujours plus atroces, et donc de se libérer et d'être vraiment, de redevenir vraiment souverain dans sa vie avec presque plus aucun symptôme, quoi. C'est ça qui est hallucinant, c'est que je pense que durant la phase de compensation, je crois que c'est ça, c'est que beaucoup de personnes ne traversent pas la phase de compensation. La phase de compensation qui est que je sors du déni où je crois que tout va bien alors qu'en fait il y a plein de trucs qui ne vont pas. Je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je ne sais pas exactement ce qui ne va pas. Et je le découvre pendant la phase de compensation. Et la phase de compensation, c'est j'ai pas encore les ressources nécessaires pour affronter ce qui se passe en moi et ses vérités et ses ressentis. Et donc je vais compenser pour pouvoir survivre durant le processus par un traitement des relations sans lendemain, je sais pas, de la drogue, etc. pour m'aider, pour altérer en fait ma réalité le temps de passer cette phase. Sauf que le problème, c'est que si on s'habitue un peu trop à la compensation et que la compensation nous sert plus comme une béquille que comme un moyen d'aller plus loin et plus profondément dans le processus, c'est problématique puisque du coup on reste enfermé et à tourner en rond. C'est ça, on reste enfermé à tourner en rond dans nos mécanismes. Et donc il y a un stade dans ce processus d'individuation où on dépasse la compensation, où la compensation ne sert plus à rien et où on se raccroche principalement à soi, puisque ça ne fait plus aucun sens d'aller se remplir, excepté en temps de grosses crises, mais le quotidien, en fait, on fait ce basculement entre je suis globalement en souffrance avec de temps en temps des phases de bien-être qui correspondent à la phase de compensation et donc d'épuration, à je suis globalement dans un bien-être, dans une paix, dans une satisfaction, dans un plein, avec de temps en temps des temps de crise parce que les mémoires remontent. Qui, selon moi, s'appellerait la phase d'intégration. Donc d'intégration de ce savoir et donc d'intégration dans le corps, dans la matière et dans la vie, pour ensuite terminer sur une phase de régénération où il n'y a plus d'énormes crises. Voilà. D'énormes crises émotionnelles très profondes. Mais comme je n'ai pas atteint ce stade-là, je ne sais pas si c'est une illusion ou si ce stade-là, il est atteignable. Je l'attesterai quand je l'aurai atteint, si un jour ça arrive. Mais pour l'instant, le plus loin que je sois allé, c'est la phase d'intégration. Et dans la phase d'intégration, les symptômes disparaissent, on n'a plus besoin de compenser, et les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Parce qu'on est allé très loin dans l'élaboration de nos émotions, du contact avec le corps, avec la sensation, et de la nuance, en fait, dans nos propres traumatismes et dans nos croyances. Et donc dans la reconnexion avec le cœur, avec l'amour, dans la justice, dans la vérité. Et évidemment, c'est en cours d'intégration, donc
c'est pas en totalité, mais il y a cette profondeur qui est là, quoi. On est descendu suffisamment profondément en soi et dans son système nerveux ou dans ses chakras, peu importe, pour en fait fonctionner selon les lois du vivant. Et dans le vivant, tout est très ordonné, tout est très à sa place. C'est une grande organisation. Et nous, on fait partie du vivant. Et donc, on a une organisation qui nous est propre, en reliance directe avec Dieu, et donc des choses à faire en temps et en heure, et d'autres choses qui sont superficielles parce qu'elles proviennent en fait d'un système de défense, de fuite de la sensation du réel. Donc, dans la religion, on appellerait ça la possession des esprits mauvais. En psychologie, on parle de charge émotionnelle, de traumatisme, etc. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose, quoi. Pareil, dans le bouddhisme, on parle des chakras, de la kundalini. En psychologie, on appelle ça un processus d'individuation. Les spiritualistes appellent ça... comment on appelle ça ? Un processus d'ascension, d'éveil, de réveil. L'ombre, la lumière, tout ça. Enfin bref, en fait, tout le monde parle de la même chose, quoi. À travers des prismes différents. Bon, j'arrête ici. Je pense que j'ai donné assez d'infos. Donc l'idée, c'est de toute façon de descendre dans son corps et de ressentir ce qui est demandé de ressentir, plutôt que de céder à la pulsion. Et l'autre chose que je rajouterais, c'est que parfois les pulsions, elles peuvent être un peu traîtres. Parce que quand c'est fumer, boire, consommer de la drogue, etc., c'est assez repérable. En revanche, quand c'est contrôler son alimentation au millimètre près, soi-disant parce que c'est healthy, etc., c'est beaucoup plus déguisé. Quand c'est aller faire du sport pour justement fuir le désagréable, pas faire du sport pour faire du sport parce qu'on a cet élan d'aller faire du sport, mais faire du sport pour éviter de rester assis avec soi et de contacter cette douleur, et ben ça aussi c'est néfaste parce que ça reste une fuite. Donc c'est pas tant ce qu'on fait, la problématique c'est ce qu'on fuit et pendant combien de temps on le fuit, parce que le temps que c'est pas pris en charge, ça augmente, ça s'alimente, ça s'augmente. Et il y a des conséquences à la non prise en charge, parce que c'est l'émotion qui nous habite qui va prendre les décisions à notre place. Donc si par exemple je me sens négligée, il y a peu de chances que je prenne soin de moi et de mon appartement et de mes relations, puisque de toute façon je suis habitée par la sensation de négligence. Donc c'est ça qui me possède et qui prend le lead. Et donc les choix au quotidien vont pas être les mêmes si c'est la sensation de négligence. Alors que si je descends et que je m'en occupe et que je l'expulse, elle ne me possède plus, alors là je suis libre d'agir en amour. En âme et conscience et en amour. De faire des choix, de décider comment j'interagis avec le monde, avec ma journée, etc. Et donc voilà, donc parfois ça peut être déguisé par des fausses bonnes habitudes, alors qu'en fait ça reste de la fuite de soi. Donc voilà, passez une bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. C'est l'enregistrement 144, peut-être que je vais le poster celui-ci pour une fois. Je sais pas si je suis partie dans tous les sens, mais j'espère que c'est clair, que j'ai arrivé à transmettre les idées et que ça vous questionnera, que peut-être ça vous donnera le goût d'en découvrir encore plus et de vous ressentir encore plus, que ça attisera votre curiosité. Dans tous les cas, ce que je vous dirais, c'est de ne pas me croire, mais d'en faire l'expérience. Parce que si ça se trouve, depuis tout à l'heure, depuis 30 minutes, je raconte que de la merde. Donc, faut pas me croire, faut l'expérimenter, le tester et voir. Est-ce que ça s'applique au réel? Est-ce que ça fonctionne véritablement et durablement? Je vous fais des bisous. Ressentez la vie dans toutes ses facettes, puisque de toute façon, on n'a rien d'autre à foutre, littéralement.